Donc, bonjour et bienvenue dans ce webinaire, l'apiculteur, un éleveur comme les autres. Je me présente, je suis Philippe Lanuzel, conseiller agronomie à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je suis basé à Vannes et aujourd'hui, je serai le modérateur de la conférence en ligne. Ce webinaire, je rappelle, est organisé par la Chambre d'agriculture de Bretagne et l'ADA Bretagne dans le cadre du projet Survapi, qui était donc financé par le programme Ecophyto. Ce webinaire, l'apiculteur, un éleveur comme les autres, c'est le deuxième d'une série de 4. Tiffaine Daudin de l'ADA Bretagne et Mathieu Odo, apiculteur professionnel, seront les intervenants aujourd'hui. Je les laisserai se présenter dans quelques minutes. Le webinaire commencera par une présentation de la filière apicole en Bretagne en quelques chiffres. Ensuite, Mathieu nous présentera son métier d'apiculteur sous forme d'une interview menée par Tiffaine. À l'issue de la présentation, nous prendrons 15 minutes environ pour répondre à vos questions. Bien, bonjour. Je suis Tiffaine Daudin, animatrice apiculture à l'ADA Bretagne. Je vais présenter très rapidement la filière apicole en Bretagne pour donner une idée de la filière et puis on enchaînera avec l'interview de Mathieu. Chaque année, les apiculteurs sont tenus de déclarer leurs ruches en fin d'année et ça nous permet d'obtenir des chiffres sur la filière apicole. Donc, les dernières données qu'on a, elles datent de 2019. Et la Bretagne, en fait, sur les 13 régions de France métropolitaine, elle est en 4e position en nombre d'apiculteurs et 9e en nombre de colonies. Donc, on est plutôt une région assez fortement peuplée en nombre d'apiculteurs, en tout cas. En 2019, on avait quasiment 4300 apiculteurs déclarés, qui sont majoritairement en fait, des apiculteurs de loisirs, puisque vous voyez que sur ces 4300 apiculteurs, on en a seulement, entre guillemets, 56 considérés comme professionnels, donc qui déclarent plus de 200 ruches, et 135 qui sont plus réactifs, donc qui ont entre 50 et 200 ruches. Donc, ça représente très peu, en fait, les apiculteurs qui ont une activité économique importante et qui dépendent des ruches. Mais on constate que sur donc, les 69 000 ruches détenues par l'ensemble de ces apiculteurs, plus de la moitié, 55%, sont détenues par les professionnels et les plus réactifs. Donc, en fait, c'est très peu de personnes qui ont des cheptels quand même assez importants et qui, au final, détiennent une grande partie des ruches de la région. Une petite particularité aussi intéressante, c'est qu'un tiers des apiculteurs bretons sont finistériens et ils possèdent pareil un tiers des colonies de la région. Alors, je n'ai pas d'explication à part peut-être un caractère historique à ça, mais sinon, c'est pas... les rendements en miel en Bretagne et dans le Finistère, a priori, ne sont pas meilleurs que dans les autres départements bretons. C'est une petite particularité historique. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, quand même, sur cette déclaration, c'est qu'elle est en constante augmentation. En fait, tous les ans, on a de plus en plus d'apiculteurs déclarés et de plus en plus de ruches déclarées. Donc, à la fois parce que les apiculteurs déclarent plus facilement leurs ruches et leurs colonies, mais aussi parce qu'on a une dynamique assez forte d'installation. L'apiculture, c'est quand même une filière qui est assez à la mode et assez tendance. Et donc, du coup, de plus en plus de gens deviennent apiculteurs. Mathieu va bien en reparler, mais attention à ne pas se lancer apiculteur sans avoir de formation au préalable, parce que là, on risque vraiment de se casser le nez sur des impasses techniques. Et puis, concernant la production de miel en Bretagne, ce qu'on peut dire, c'est que l'apiculture en Bretagne, elle est majoritairement sédentaire, donc c'est-à-dire que les ruchers, en fait, ils ne bougent pas, ils sont fixes toute l'année, mais quelques apiculteurs transhument, donc déplacent leurs ruches en cours de saison, soit en Bretagne pour aller chercher, par exemple, très localement du miel de sarrasin, soit carrément hors de la région pour aller chercher des miels plus typiques comme de l'acacia ou du tilleul. Et donc Mathieu pourra aussi nous en dire deux mots parce qu'il fait partie des quelques apiculteurs qui transhument. Au niveau de la commercialisation, on est surtout sur des circuits courts. On a un potentiel de vente en circuit court qui est très important sur le miel en Bretagne. Quelques apiculteurs, là encore, vendent en vrac, donc c'est en fût en fait, conditionné de 200-300 kg. Donc le miel est vendu de cette manière-là, mais ils sont une toute petite dizaine à commercialiser en vrac. La plupart sont en circuit court.
Enfin, concernant la production de miel annuel, on est entre 400 et 1000 tonnes par an. Donc, vous voyez que c'est une fourchette qui est quand même très large. Et ça s'explique en fait parce qu'on a des fortes disparités entre les années selon la météo, les ressources, etc. Et puis, notamment là en 2021, vous en avez peut-être entendu parler dans la presse, c'est une très mauvaise année en production de miel et on est carrément en train de faire des demandes d'aide de calamité agricole. Euh, Concernant les différentes mielées quand même qu'on peut faire chaque année, on a une mielée principale sur le miel de printemps, qui est principalement composée de colza et de pissenlit, et fruitiers, les premiers fruitiers de la saison. Et ensuite, on a une deuxième grosse mielée, c'est le miel d'été, qui là est composé de châtaigniers, trèfles, ronces. On peut faire aussi localement du miel de forêt. Et puis, on a trois autres petites mielées qui, là, sont vraiment, enfin, peut-être un peu plus locales. Donc, du miel de sarrasin, qu'il est possible de faire si on apporte vraiment des ruches à proximité de parcelles de sarrasin. Du miel de bruyère Erika, qu'il est possible de réaliser sur les côtes bretonnes. Et puis du miel de lierre. Donc là, la mielée de lierre, elle se termine, enfin, elle est en cours actuellement. Les apiculteurs sont peu nombreux à récolter ce miel-là. C'est un miel qui est en fin de saison, qui est difficile à récolter en plus. C'est plutôt du miel sur lequel les colonies vont faire leurs réserves pour l'hiver. Voilà pour cette petite présentation de la filière apicole en Bretagne. Et puis, on va passer au témoignage de Mathieu. Donc Mathieu, si tu peux allumer au moins ton micro, est-ce que tu peux parler? Ouais, je vous entends, c'est bon. Parfait. Et ben on va te laisser la parole. Alors bonjour à tous. Voilà, donc Mathieu Odo, j'ai 40 ans. Je suis installé donc à Saint-Jean-Brévelay dans le Morbihan, au nord de Vannes, depuis 2014 en entreprise individuelle. Voilà, donc j'ai commencé avec 200 ruches. Je suis en vente directe, je fais de la transformation, donc je fais des pains d'épices et je fais du travail à façon également, c'est-à-dire qu'en fait j'envoie mon miel et avec mon miel on fait des nougats et des bonbons au miel. Voilà, je fais plusieurs types de miel, donc j'ai des ruchers en sédentaire. Comme vous pouvez le voir. Et je fais aussi de la transhumance, c'est-à-dire que je déplace une partie de mes ruches dans plusieurs régions de France pour ma part. Et je fais différents miels. En tout, je fais 10 miels différents. Donc voilà, je pense qu'à l'écran, vous voyez. Donc, localement, j'arrive à faire 5 miels. Je distingue en tout cas 5 miels. Il y a le printemps, il y a le miel d'été. Donc, le miel d'été, en gros, c'est moi ce que j'appelle le miel toute fleur. On est plutôt sur de la ronce, trèfle blanc. Voilà, en gros, pour le miel de toute fleur été. Après, je fais un miel de forêt où il y a du châtaignier notamment. Et donc, les autres fleurs, donc, il y a aussi du pin, il y a du houx, il y a de la bruyère aussi. Enfin, voilà. Et j'arrive à faire aussi un miel à de chêne. Ça dépend des années. Après analyse en laboratoire. Et puis également sarrasin localement, puisque je transhume sur des parcelles de sarrasin dans le Morbihan. Voilà. En dehors de notre région, je vais sur l'acacia, sauf cette année, parce qu'il n'y a pas eu d'acacia du tout, les fleurs ont gelé. Donc là, moi, je vais en Seine-et-Marne. Donc ça, c'est au mois de mai. Je fais également une transhumance sur le châtaignier, sur un châtaignier assez fort, dont je vais dans le Périgord, en Dordogne. Je fais également du miel de bruyère, Erika, voire Calune, ça dépend des années. Donc là, je vais dans les Landes de Gascogne, mais je vais aussi dans le Finistère, à Crozon. D'ailleurs, je pars tout à l'heure. Voilà, enfin, ça sera pas mal de lierre sur le coup. C'est un peu une première, mais c'est comme ça. Et puis, tournesol une année sur deux et tilleul dans l'Oise. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un cheptel d'à peu près 500 colonies environ, un peu plus, un peu moins. On a quand même pas mal de pertes quand même, enfin, chaque année. Enfin, surtout une année comme celle-là, c'est une année particulière. Ma femme, Esther, travaille en tant que salariée depuis 2018 sur l'exploitation. Elle a passé son BPREA apiculture en 2019 et me rejoint, enfin on forme un GAEC au 1er janvier 2022. Et donc en fait Esther s'installe fin d'année, là on est aussi dans les papiers et donc on va passer en GAEC
avec à peu près, j'espère, petit à petit, arriver à 500 ruches en production. Et là, actuellement, on a 300 ruches en production, environ, hein, pour à peu près 500 colonies. Voilà. Ok, merci Mathieu pour cette première présentation, très bien introduite. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail du coup de la gestion du cheptel? Tu as commencé à parler de mortalité et à dire que c'était pas si simple que ça. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Ouais, donc après, voilà, l'apiculture, on a l'apiculture moderne en tout cas, on a pas mal de soucis, notamment on a le varroa qui arrive à peu près dans les années 80. Je ne vais peut-être pas faire l'historique de ça. C'est un acarien, c'est une saleté quoi, qui vit avec l'abeille. On n'arrive pas vraiment à s'en débarrasser. On arrive à réduire la population, pardon, mais pour autant, voilà, on n'arrive pas à l'endiguer totalement, quoi. Donc pour ça, il existe plusieurs traitements, qui soient en bio, en agriculture biologique ou alors en conventionnel. On a donc c'est assez efficace. Donc c'est un traitement qui intervient en fin de saison, une fois qu'on a enlevé les hausses de miel. Ou alors en bio, il y a plusieurs traitements aussi qui peuvent se faire pendant la saison, avec plusieurs passages. Bon, il y a plusieurs molécules, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. Pour ma part, je fais un traitement en conventionnel en fin de saison et un traitement bio. Enfin, je faisais un traitement bio jusqu'à présent par acide oxalique. Et donc là, on nous a interdit, disons que, enfin bon, l'usage de cette molécule sans AMM, bien qu'elle soit très efficace. Donc ça, c'est un peu dommage. Voilà, donc ça c'est le varroa. Après, bien sûr, il y a l'environnement, même si je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Il ne faut pas oublier qu'on est tributaire de ce que fait aussi les autres agriculteurs, mais pas seulement. En fait, on est vraiment dans un environnement, par rapport à l'endroit où on met nos ruches, on n'est pas responsable de ce qui se passe en fait sur les autres parcelles. Donc après, il y a ce qu'on pointe du doigt. Moi, ce que je pointe du doigt, c'est donc l'usage de pesticides qui impactent fortement les abeilles. Bien que c'est toujours très difficile comment dire, à prouver en tout cas ou à faire la comptabilité directement sur nos ruchers, mais en tout cas, on voit des baisses de population et puis ça a un impact réel. Il y a aussi le manque de biodiversité, le manque de biodiversité, le manque de ressources aussi alimentaires. Ça s'explique aussi par peut-être la monoculture. Voilà, donc aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de ruches qui sont dans les bois, les forêts, dans les prairies quand il y en a aussi. J'ai aussi des partenariats avec des agriculteurs, voilà, des collègues aussi en bio. Après, par rapport toujours aux mortalités, bien sûr, on est complètement tributaire de la météo également. Une année comme celle-ci, elle est compliquée. En fait, c'est simple, il faut de la chaleur, mais il faut aussi de l'eau. Et tout ça au bon moment, quelque part. Donc, pour qu'une plante puisse donner du nectar en abondance, qui fera ensuite le miel, il faut une alternance de pluie et de soleil, il faut de la chaleur. Et c'est vrai que cette année, on n'a pas eu beaucoup de chance, en tout cas localement. On a eu les gelées, on a eu beaucoup d'eau, et en plus, pas forcément au bon moment. Donc, la mielée, pour ma part, mielée d'été, a été fortement impactée. Et ça s'explique quasiment par 30%, à peu près 30%, voire peut-être plus, de rendement en moins par rapport à une année dite normale. De même que les fécondations des reines qui se font féconder naturellement à l'extérieur par les mâles, ça a été aussi impacté puisque le mauvais temps n'a pas forcément permis de bonnes fécondations au bon moment. En tout cas, il y a des scieries qui ont loupé. La gestion aussi de l'alimentation, qui dit cheptel, dit élevage. Donc, on nourrit nos abeilles en fin de saison surtout. Moi, personnellement, je ne les nourris pas si besoin pendant la saison, sauf cette année. On a encore une année exceptionnelle. Donc, jusqu'à présent, quand je transhumais sur l'acacia, ça me permettait, parce qu'au mois de mai, on a une sorte de trou de mielée, si vous voulez, après la floraison du colza, en gros, et les autres floraisons. Et ensuite, en gros, on doit attendre la floraison de la ronce, qui est au mois de juin. Et entre les deux, on appelle le mal de mai. On a un trou de mielée. C'est pour ça aussi que je transhume, moi, personnellement, sur l'acacia, quand il y en a. Et là, cette année, on a dû nourrir toutes les colonies, bon, pas énormément, mais quand même, en tout cas pour se rassurer, pour qu'elles puissent redémarrer tranquillement et ne pas avoir trop de mortalité à ce moment-là.
bah, ça reste exceptionnel. Sinon, le nourrissement se fait surtout sur les essaims, c'est-à-dire les essaims qu'on fait en fait pour augmenter son cheptel ou en tout cas pour le maintenir d'une année sur l'autre. En fait, on marche toujours avec une année d'avance. C'est-à-dire que les essaims qu'on produit pendant l'année, ça sera pour la saison suivante, pour l'année prochaine. Et donc ça, on est obligé de pallier nos ruches, le nombre de mortalités pour essayer d'avoir un cheptel à peu près égal ou en tout cas de l'augmenter. Je dirais qu'en temps normal, ce serait 5% de perte en fait. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. On est à des moyennes de 30% en France, ce qui n'est pas du tout normal. Et voilà, souvent j'explique, imaginez si vous aviez 30% de perte sur vos vaches, c'est un exemple, ce serait catastrophique. Donc voilà, on se prend cette réalité de plein fouet. Donc ça a un impact économique énorme. Ça joue sur le moral, clairement. C'est énormément de travail. Ça coûte de l'argent. Voilà, donc c'est loin d'être facile, cette gestion. Après, il y a des années où ça se passe mieux, heureusement. Voilà, donc bien sûr, après le suivi du cheptel, c'est un travail très saisonnier qui commence à peu près, on va dire début avril, mais au mois de mars, on y est, selon les années. Et pour ma part, je termine à peu près vers le 15 octobre. Je suis en train de terminer tout juste, moi. Mais c'est aussi le fait de ma gestion des transhumances et de mes récoltes tardives. Voilà, donc en fait, on a un gros pic de travail, surtout avril, mai, juin. Bon, moi, je dirais juillet aussi. Parce qu'on fait de l'élevage, c'est-à-dire qu'on multiplie, on fait de la sélection aussi sur notre cheptel. Moi, je produis mes rennes. J'en achète aussi également. J'achète des rennes un petit peu de grande qualité, des rennes inséminées. Voilà. Et sinon, je fais de l'élevage en fait sur mon cheptel depuis que j'ai commencé, depuis 2013 quasiment. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de sélectionner au mieux nos meilleures rennes sur nos colonies et afin de perpétuer la génétique sur notre cheptel. Voilà. Alors moi, je travaille avec plusieurs abeilles différentes. J'ai un petit peu de noir, mais j'ai aussi de la buckfast et aussi de la caucasienne. Je ne suis pas arrêté à une seule race. Voilà. Après, je suis content des abeilles que j'ai. Ça fonctionne bien. Moi, je trouve qu'elle est bien adaptée à mon environnement, en tout cas, et à ce que je fais par rapport à la transhumance et aux récoltes, et également à la douceur, parce que c'est ce qu'on recherche avec les abeilles. J'espère faire le tour. Donc voilà, c'est en tout cas, c'est vraiment c'est un travail avec du vivant. On est aussi agriculteur. La météo est très importante. On est tout le temps dehors. Fortement impacté par la météo et par l'environnement. Donc, c'est pour ça que je suis très soucieux de ce qui se passe, moi, à l'extérieur. Et il est vrai que j'aimerais que l'environnement soit aussi soit davantage préservé et j'aimerais aussi voir apparaître de nouvelles cultures qui seraient très intéressantes pour les abeilles. Je vais peut-être mettre un pied dans la mare également en disant ça. Le colza, c'est compliqué. On a beaucoup de colza. Certes, ça mielle beaucoup sur le colza. Moi, je pourrais m'en passer. S'il n'y en avait pas, ça ne serait pas grave. Parce qu'en fait, c'est un miel ça produit énormément. Les abeilles se développent à une grande vitesse et derrière, en fait, c'est compliqué. On a beaucoup d'essaimages, surtout une année comme celle-ci. Et puis, en plus, c'est un miel qui est assez compliqué, qui cristallise assez rapidement dans les hausses si on n'est pas assez rapide. Mais finalement, voilà, j'aimerais voir apparaître davantage de cultures et de prairies surtout. Voilà, il y en a, c'est bien, mais semer des trèfles blancs, des trèfles de Perse qu'on ne voit quasiment pas, de la cameline, pourquoi pas, des pois, voilà, des lupins, parce que ça se fait également. Il y a certainement d'autres formes, d'autres choses aussi, d'autres cultures intéressantes. On voit de plus en plus de sarrasin, c'est une bonne chose, et tant mieux. Voilà, et puis, par chez nous aussi, on a pas mal d'agriculteurs aussi qui sont soucieux de l'environnement et nos abeilles, et tant mieux. Et j'ai des collègues aussi en bio qui mettent pas mal de sarrasin et aussi d'autres cultures. Donc, c'est hyper intéressant pour nos abeilles. Voilà. Ok, merci Mathieu pour ces retours là, sur les aspects environnement, météo et sur les aspects gestion de cheptel. Donc on voit que ça nécessite vraiment quand même de l'expérience et des connaissances et donc d'être formé aussi.
En dehors de ça, déjà, qui est super complexe, tu as d'autres choses aussi, j'imagine, à prendre en compte pour faire tourner ton entreprise. Ben ouais, en fait, donc moi, c'est une création d'entreprise. Je ne l'ai peut-être pas forcément dit au départ. Donc, je suis parti de rien. Moi, j'ai une autre expérience, j'ai d'autres bagages professionnels avant. Mais effectivement, donc après, ben, voilà, on a beau avoir, enfin, j'ai beau avoir personnellement un BPRE en poche, ça ne fait pas de moi un chef d'exploitation. Ça s'apprend sur le terrain, j'apprends tous les jours. Je ne le cache à personne. Je me forme toujours via aussi l'ADA qui propose des formations. Après, moi, je suis aussi à la NRCA, qui est d'autres associations. Je suis aussi syndiqué avec le SAPB, qui fait partie de la FAP. Voilà, donc tous ces syndicats sont syndicats ou associations ou organismes de formation. C'est très important. Le lien est très important aussi entre les apiculteurs. C'est toujours hyper important de pouvoir discuter avec les autres, de voir ce qui se passe aussi ailleurs, de prendre le temps, puisque finalement, on est souvent seul sur l'exploitation et c'est jamais évident. Alors après, moi, je prends des stagiaires parce que j'aime bien transmettre mon métier et puis j'aime bien aussi ne pas être trop seul aussi. Voilà, et puis ça me donne un bon coup de main sur l'exploitation. Donc après, oui, effectivement, c'est une entreprise qu'on va faire tourner. On cherche aussi la rentabilité, ce qui est tout à fait normal. Le confort de travail aussi, parce que c'est un équilibre, autant familial que professionnel. Ma femme vient d'un autre milieu aussi. Et finalement, elle a dit qu'il y avait beaucoup de travail sur l'exploitation. Donc, elle me rejoint. Et moi, c'est une chance que j'ai parce que c'est vraiment un métier de passion. On est vraiment des gens passionnés par ce qu'on fait. Je ne pense pas qu'on pourrait tenir si on ne l'était pas, parce que c'est quand même difficile. Après, nous, on a choisi pas forcément la facilité non plus. On fait la vente directe. Alors, nous, ça nous plaît, le contact client. C'est hyper valorisant. En plus, voilà, donc on a vraiment tous les retours. Et puis aussi, on applique le prix qu'on veut. Et ça, c'est hyper important. On a cette chance-là de ne pas, entre guillemets, brader notre miel. Et ça, c'est énorme par rapport au travail que c'est. Donc après, voilà, c'est quand même beaucoup de travail. On fait 2 marchés semaine, 3 AMAP par mois. On est dans des magasins de producteurs, on est dans des épiceries fines, on est chez des restaurateurs, quelques hôtels, on fait les salons. Donc là, ça commence. Je viens de terminer la saison, mais ce week-end, je suis déjà sur un salon. Donc tout s'enchaîne en fait. Mais bon, c'est un choix. C'est aussi pour bien vivre et on vit bien de notre métier. Enfin, personnellement, je vis bien de mon métier. Ça a été compliqué les premières années. Maintenant, je trouve que j'ai une meilleure assise, et tant mieux. Mais ça ne se fait pas tout seul. Hein. Il y a eu des années difficiles. J'ai des mauvaises années en tête, 2016, 2018, 2021, ça passe, mais c'est quand même compliqué, sur finalement très peu de recul depuis 2014. Donc, ça fait aussi des années certes bonnes, mais voilà. Donc après, il y a aussi toute cette gestion-là, les investissements. Pour ma part, j'investis beaucoup. Parce que justement, j'achète du matériel, j'essaie également de me mécaniser, de me rendre la vie un peu plus facile aussi, en fait. Et donc voilà, donc là, on a un nouveau projet avec ma femme, donc on vient d'acheter un terrain et donc en fait, on va construire un bâtiment d'ici l'horizon 2022-2023. Et voilà, donc voilà, c'est une entreprise qu'il faut faire tourner. Il y a aussi la transformation, d'autres projets en cours, plus l'administratif. Enfin, voilà, donc on fait notre comptabilité. On a un comptable, bien sûr, mais je fais moi-même ma saisie parce que je suis dans une association de comptabilité afin de mieux comprendre aussi ce que je fais, parce que ça m'intéresse également. Et puis, je suis aussi engagé. Personnellement, je suis à la Confédération paysanne et je fais partie de la commission départementale. Voilà, donc en fait, parce que c'est un sujet qui m'intéresse et que ça nous concerne tous et qu'on est agriculteurs et que j'aimerais voilà, aussi que ça change tant politiquement que sur le terrain. Voilà. C'est toujours lié tout ça. Après, bien sûr, je participe. En plus, moi, je participe à des concours chaque année parce qu'il y a des analyses en fait sur le miel. Ça m'intéresse de savoir la traçabilité de mon miel. Et puis, j'ai eu la chance de gagner aussi des prix. Donc, c'est aussi une autre valorisation, même si la première, c'est d'abord les clients qui nous l'apportent. Et puis voilà, donc après, je peux le dire aussi, on a eu une médaille d'or là, cette année, en 2020, sur notre tilleul
au concours des miels de France et on a déjà gagné 2 médailles au concours général agricole. Et voilà, donc c'est un joli coup de projecteur. Bah, j'invite tous les apiculteurs à essayer de le faire parce que c'est bien et c'est intéressant. Voilà. C'est en effet une belle reconnaissance du travail. On voit qu'en effet, on ne chôme pas en tant qu'apiculteur professionnel. Alors, tu en as déjà un petit peu parlé des impacts de la météo et de l'environnement tout à l'heure. Est-ce que tu veux repréciser quelque chose ou alors nous parler peut-être des relations que tu as avec les agriculteurs dans ce cadre-là assez rapidement, juste pour Ouais. compléter? Bon, bah, la météo, je pense que j'en ai dit beaucoup. Voilà, il y a des années avec, des années sans. Par rapport à l'environnement, c'est essentiel pour moi en fait. Je pense que beaucoup de citoyens, en tout cas, ont compris il fallait vraiment passer peut-être aussi à autre chose, en tout cas, ou essayer. Je parle vraiment qu'il y ait moins de pesticides parce que ça, c'est vraiment la clé en fait. C'est la clé de demain. Changer les pratiques agricoles en accompagnement. Je stigmatise personne en disant ça, mais quand même. Moi, j'ai de bonnes relations avec les agriculteurs, en tout cas avec ceux que je côtoie. De toute manière, après, moi, j'ai des emplacements chez des agriculteurs, conventionnels ou en bio. Je pars du principe, voilà, ils savent ce que je fais, on en parle, c'est pas compliqué. Généralement, les agriculteurs qui ne sont absolument pas ouverts, ça se voit, ça ne les intéresse pas. J'ai eu quelques confrontations comme ça, on va dire, où les ruches n'en veulent pas savoir. Pour faire simple, pour faire un peu schématise, de manière, je schématise un peu, mais c'est vrai. Non, moi j'ai des très bonnes relations et la plupart sont soucieux de savoir que les ruches vont bien. S'il y a des traitements, ils me préviennent et en tout cas, ils le font le soir. Enfin, ils ont bien compris qu'il ne fallait pas le faire pendant la journée, certainement pas. Mais la plupart du temps, c'est quand même aussi dans des prairies, donc il y a aussi pas mal d'éleveurs et ça se passe bien. Voilà, il a tout à gagner. Hein. On a tout à gagner. C'est une relation qui doit se faire donnant-donnant. En plus, je leur donne 5 kilos de miel à chacun. Mais c'est surtout qu'en plus, ça ne prend pas beaucoup de place. Ça améliore aussi la pollinisation de leur culture quand il y en a. Et après, moi, je gère l'entretien là où il y a mes ruches. Enfin, bon, c'est pas compliqué. Et puis, c'est aussi une autre porte ouverte. Ça permet de discuter, ça permet d'évoluer. Et moi, encore une fois, je ne ferme absolument aucune porte. Au contraire, on a besoin de tout le monde. Et voilà, et je pense qu'il y a une transition aussi à faire. C'est important d'aller vers plus de qualitatif. Ouais, voilà. Et voilà. Et moi, je suis pour qu'il y ait plus de haies, qu'on plante davantage, qu'on améliore vraiment. Et ça ferait l'environnement et ça ferait que des heureux. Et enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire en tout cas. Et il y a encore du boulot, mais j'y crois. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, Mathieu. Ça illustre très bien le métier d'apiculteur, même si bien sûr il y a autant de manières de l'exercer qu'il y a d'apiculteurs. Hein. Ça nous rappelle vraiment que les apiculteurs sont des éleveurs comme les autres. On l'a bien vu hein, avec les mêmes contraintes et les mêmes enjeux, sauf que c'est appliqué à de l'abeille, quoi. Et puis, tu as bien souligné que tous, on a un rôle à jouer pour préserver les abeilles. Donc, apiculteurs, forcément, vous devez prendre soin de vos colonies. Ce n'est pas une mince affaire, tu nous l'as bien expliqué. Mais vous êtes aussi fortement dépendant des agriculteurs pour les aspects environnementaux, hein, du coup, limitation et puis bon usage des produits phyto. Et puis, pour ce qui est aussi des ressources alimentaires. Très bien. Il est 11 heures, on est dans les temps. Très bien, merci pour cette intervention, Tiffaine et Mathieu. Ça permet effectivement de voir les différentes facettes du métier d'apiculteur. Alors, il y a eu pendant vos présentations des questions, donc on va prendre le quart d'heure qui vient là, pour y répondre. Alors peut-être que juste pour que ce soit un peu plus sympa aussi, cette sorte de question-réponse, on peut allumer nos webcams. Mathieu, si tu arrives à allumer ta webcam, Philippe, c'est pareil, tu peux aussi. Donc, dans un premier temps, il y avait une question qui concernait plutôt la filière, hein, la présentation de la filière, avec savoir si on avait une idée sur les chiffres concernant l'apiculture biologique en Bretagne. Oui,
alors il y a quelques éléments là-dessus. Sur les 200 apiculteurs, en gros, pro et plus réactifs là, qui sont recensés, moi j'en ai une vingtaine, en gros, qui suivent le cahier des charges de l'apiculture biologique. Donc ça fait à peu près 10% finalement d'apiculteurs qui sont en bio. Tous ne sont pas certifiés bio parce que la certification a un coût, c'est rentrer dans une dynamique de contrôle et s'ajouter des contraintes supplémentaires. Le cahier des charges en bio, en fait, il est vraiment... la grosse difficulté du cahier des charges en bio, c'est la gestion du varroa, là, le petit parasite dont Mathieu parlait tout à l'heure. Du coup, on a des molécules qui sont un peu moins efficaces en utilisation unique pour gérer le varroa en bio. Ça nécessite du coup de faire plus d'interventions avec des charges de travail qui sont augmentées pour gérer le varroa en bio et avec quand même des taux de mortalité qui restent plus importants qu'en conventionnel. Donc, c'est vraiment une contrainte très forte. Et en plus, le prix du miel en bio n'est pas beaucoup plus élevé que le prix du miel en conventionnel. Donc, finalement, les apiculteurs qui sont en bio en Bretagne, c'est vraiment des apiculteurs qui sont convaincus, quoi. C'est plutôt des personnes qui le font pour des raisons éthiques. Et c'est vrai qu'on n'a pas une incitation économique à aller vers du bio en apiculture. Très bien. Ensuite, il y avait une question à laquelle, Mathieu, tu as commencé à répondre, enfin, tu as répondu en partie. On a peut-être des précisions sur l'organisation de l'élevage pour le renouvellement, le nombre d'essaims, la période à laquelle ça se passe et le type de souche ou matériel génétique utilisé. Donc, quelqu'un souhaitait avoir des précisions à ce sujet. Ok. En fait, moi, l'élevage, je le fais à partir du 15 avril à peu près jusqu'à fin juin. Après, ça m'arrive aussi pour mes besoins d'en faire au mois de juillet. C'est ce que j'ai fait cette année. C'est-à-dire que je greffe tous les… Après, c'est technique, hein, si on rentre là-dedans. Je greffe toutes les semaines. Je fais de l'élevage voilà, toutes les semaines, sauf si la météo vraiment est catastrophique. Et donc, en fait, je fais à peu près 300-400 rennes à peu près. Enfin, j'essaye de faire ça. Donc, je renouvelle une partie. Je fais pas mal d'essaims. Je vends aussi des essaims, ce que je n'ai pas dit. Donc, ça, je les vends au mois de juin. Et puis voilà, donc j'augmente mon cheptel. Et en plus, moi, j'achète aussi des rennes fécondées en fin de saison. Parce qu'à un moment donné, je suis juste fatigué de… C'est un rythme que je tiens bien, mais que je tiens en plus de mes transhumances et du reste pendant 3 mois d'affilée. Et donc, je finis la saison. Souvent, j'achète des rennes fécondées. Ça permet de faire un apport génétique différent sur l'exploitation. Et ça, c'est des rennes que je garde pour moi. Et sinon, c'est de la Coca Buck. Voilà. Buckface caucasienne. Très bien. Alors, je vais poser une autre question en lien avec les races d'abeilles utilisées. Là, quelqu'un demandait comment éviter l'hybridation quand on utilise 3 races d'abeilles, noire, buckfast et caucasienne. Moi, je ne cherche pas à ne pas faire d'hybridation. Hein. Justement, de toute manière, pour moi, ce n'est pas un souci. J'ai vraiment de très bons résultats. La noire, j'en ai très peu en réalité, de moins en moins. Maintenant, j'ai pas mal d'apiculteurs dans le coin. Je ne suis pas tout seul. Moi, je n'ai rien contre la noire. Personnellement, je ne travaille pas avec. J'ai commencé avec de la noire. Après, pour des raisons personnelles, on va dire, et de choix, j'ai abandonné ça, la noire. Bon, il m'en reste un petit peu, inévitablement, parce qu'il y a quand même pas mal d'apiculteurs aussi dans mon secteur, même amateurs. Et après, moi, je me suis orienté vers des abeilles qui, moi, m'intéressaient par la génétique, pour l'élevage, pour la transhumance. Mais après, je ne suis absolument pas fermé à d'autres races d'abeilles. Et encore une fois, pour moi, c'est important que l'abeille soit bien bigarrée. Ce n'est pas un problème. Moi, je ne cherche pas à faire de l'abeille pure. Je ne pourrais pas le prétendre d'ailleurs le faire. Même si, de toute manière, mes abeilles, mes reines se font féconder dans mon environnement. J'ai quand même pas mal saturé mon coin. J'ai des ruches à mâles sur quasiment tous les ruchers. En tout cas, j'introduis, voilà, sans rentrer dans les détails. Et donc, du coup, voilà, moi, je suis très content des résultats que j'ai avec mes reines fécondées. Donc, c'est le principal, quoi. Voilà. Okay. Ensuite, des questions concernant les partenariats, enfin le
type de partenariat avec des agriculteurs? Au début, tu en parlais, Mathieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de formalisé? Est-ce qu'il y a des types de plantes mellifères qui sont semées par les agriculteurs? Est-ce que tu peux préciser en fait les choses avec les agriculteurs? J'ai pas de partenariat, c'est-à-dire, enfin, le partenariat, il est sur l'implantation des ruchers. Il se fait surtout là. Après, il n'y a pas de, il y a pas de directive de ma part. C'est des discussions. Il n'y a pas de, voilà. Moi, je m'intéresse à ce qu'ils font. Pour moi, c'est hyper important. Mais c'est moi d'abord qui cible l'endroit pour mes abeilles. Ensuite, pour moi, parce qu'il faut que j'ai pas forcément tout dit, mais il faut que le rucher soit accessible en véhicule. Moi, j'aime bien que le rucher, qu'il y ait de la lumière. Il ne faut pas que ce soit trop ombragé. Voilà. Après, puis je regarde aussi les pratiques de ce qu'ils font. Enfin, voilà, moi, il y a des zones où j'y vais pas, où j'évite. Pour un apiculteur, enfin pour ma part, je n'ai aucun intérêt à aller dans un champ de blé ou dans un champ de maïs. Donc, du coup, bah, voilà, je fais mes choix. Et après, maintenant, moi, je suis en relation avec par exemple, il y en a plusieurs, hein, mais je suis en relation avec un agriculteur qui, cette année, a mis du trèfle de Perse. Ça sent super bon. C'est pas très connu, enfin, je trouve. C'est très mellifère. Voilà, il a aussi mis d'autres choses comme de la cameline, du lupin jaune. Donc, c'est pas, alors on est d'accord que ce n'est pas la majorité comme ça. Voilà, après, j'ai aussi des ruches à Kerguenec, hein, au domaine de Kerguenec. Donc là, il y a quand même beaucoup d'expérimentation, beaucoup de culture. Donc, c'est aussi intéressant pour moi. Ça tourne beaucoup. Voilà, après, c'est plutôt ça. Mais généralement, c'est moi qui fais la démarche. C'est si je repère voilà, du sarrasin ou autre. Voilà, c'est moi qui rentre en relation avec les agriculteurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, si, c'est très bien. Maintenant qu'on est dans le type de culture, alors ce n'était pas une question, c'était plus une remarque d'un autre apiculteur qui, par rapport au colza, donc, qui lui a besoin en fait de cette ressource qui fait démarrer l'économie, qui représente une bonne part de sa production de miel. Et donc, ça fait aussi une production d'essaims au printemps. Voilà, donc par rapport à ce que tu disais toi, Mathieu, il y a différents points de vue sur cette culture, on voit bien. Je le comprends complètement. Hein. Moi, je n'ai pas toujours tenu ce discours. J'ai aussi évolué. En fait, moi, la conversion bio m'intéresse. Je ne l'ai pas forcément dit en introduction. Je ne l'ai pas dit là forcément. Demain, si moi je veux passer en bio, outre le traitement sur les abeilles, le nourrissement par exemple qui doit passer en bio, après il y a la problématique du colza, parce qu'en fait nous dans le Morbihan on en a quasiment partout. Si moi demain je veux passer en bio, je serais peut-être obligé de déclasser ce miel. Or effectivement, ça fait à peu près un tiers le miel de printemps représente à peu près pour un tiers, pour ma part, de récolte à l'année, à peu près. Donc effectivement, ça booste les colonies. Mais moi, j'ai des collègues qui sont, enfin, j'ai des collègues, on en a tous, mais j'ai des collègues qui sont dans le Limousin, qui sont dans d'autres régions où il n'y a pas de colza et ils font du miel de printemps, ils font un très bon miel de printemps et ça fonctionne très bien. C'est peut-être pas la même dynamique, mais pour autant, ils arrivent très bien à s'en sortir, à faire des essaims. Il y en a plein, des exploitations où il n'y a pas de colza, où ils font beaucoup d'essaims au printemps. Je ne sais pas, aller voir Thierry Fedon, qui a beaucoup de ruches, par exemple, ou d'autres. C'est pour ne citer que lui, mais il y en a d'autres. Donc, voilà. Après, moi, je constate qu'il y en a de plus en plus. Après, voilà, moi, j'en fais aussi mon beurre parce que je fais du miel, bien sûr. Mais je me disais que c'est pas toujours si facile que ça à gérer, cette mielée explosive pour les abeilles, pratique pour les essaims, c'est vrai, peut-être, mais peut-être que ça permettrait de gérer différemment. Voilà. Et pour moi, oui. Et donc, pour terminer un peu sur cette série de questions concernant les couverts, question concernant le fait de savoir si tu participes à la mise en place de couverts mellifères après, par exemple, l'orge, avec des infrastructures peut-être un peu plus longues, effectivement, en orientant des semis vers une diversité ponique
améliorée. Donc, tu as plus ou moins déjà répondu tout à l'heure à la question, avec l'exemple de l'agriculteur qui a différents types de couverts, dont la cameline, tu as cité, cette mise en interculture courte. Est-ce qu'il y a d'autres actions? Moi, après, les couverts végétaux, là, cette année, c'est une année particulière aussi pour les agriculteurs, hein, je le sais bien. Là, on en a très peu profité là, cette année. Enfin, dans le Morbihan, là, moi où je suis, hein, sur la côte, c'est différent. Il y avait des couverts végétaux mis en place très tôt, moutarde, facélie. Là, ça y est, ils sont en fleurs, hein. Heureusement, il fait encore beau, donc les abeilles en profitent. Donc, c'est vrai que c'est un apport supplémentaire pour les abeilles. C'est peut-être plus tard que d'habitude, mais ça s'explique par ça a été beaucoup plus compliqué cette année pour les moissons qui ont été très tardives aussi, pour tout ça en fait. Voilà. Après, non, là, l'exemple de la cameline, c'est en plein mois de juillet. C'est vrai que c'est assez rare, hein, d'en voir. De même que le lupin jaune là, que j'ai pu observer, la floraison était déjà effective alors que j'amenais les ruches sur le sarrasin. Donc, c'était déjà bien en fleurs. De même que le trèfle de Perse. Alors, c'est vrai, c'est des exemples assez atypiques, mais même s'ils font plusieurs coupes, la floraison est quand même suffisante pour que ça mielle bien sur les abeilles. La luzerne aussi, on en voit, hein, mais bon, on n'était pas une région à luzerne, hein, je ne sais pas, enfin, quoi qu'on en voit quand même. Ça peut être intéressant avec des fauches un peu plus tardives. Voilà. En tout cas, par chez moi, on voit aussi du trèfle violet, du trèfle incarnat, et voilà, c'est bien de voir aussi d'autres choses. J'aimerais voir plus de prairies, de trèfle blanc, mais bon, ça, c'est… Voilà. Ok. Donc, le temps passe, on a le temps de prendre encore quelques questions. Je vais passer plutôt sur les questions concernant la gestion du varroa. Donc, comment gérer le varroa sur des mielées tardives? Pratiquez-vous le retrait de couvain mâle? Alors non, je ne pratique pas le retrait de couvain de mâle, pour ma part, du tout, parce que c'est très chronophage déjà. Ça prend énormément de temps. Moi, je fais quand même pas mal de transhumance. Peut-être juste pour expliquer, je me permets juste d'intervenir pour expliquer le retrait de couvain de mâle pour ceux qui ne connaissent pas forcément. C'est une méthode de lutte biotechnique en fait, qui permet de piéger le varroa dans les alvéoles où il y a des larves de mâles. Et l'idée, en fait, c'est de retirer ces larves-là avant que les mâles adultes sortent de leurs alvéoles. Et donc, du coup, ça permet de piéger le varroa dans ces alvéoles-là et de le retirer. Mais c'est vrai que ça nécessite le respect d'un calendrier très strict. Voilà, je te laisse poursuivre. Pardon, Mathieu. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Non, je ne le fais pas pour ces raisons-là de temps. Et puis aussi, également, c'est vrai qu'après, bon, vu que je fais quand même pas mal d'élevage et que je veux, moi, des mâles, justement, donc je ne détruis pas les mâles. Voilà, après, c'est chacun ses pratiques. Je crois qu'en bio, c'est aussi interdit, la destruction de couvains de mâles, si je ne me trompe pas. Alors, je ne suis pas en bio, je sais, mais voilà, donc je ne le fais pas. Pour les mielées tardives, effectivement, c'est un souci, d'autant qu'on vient de nous interdire l'usage de l'acide oxalique, en tout cas sans AMM. Donc, pour dire la vérité, j'utilisais l'acide oxalique avant l'interdiction. Voilà. Donc, c'était une gestion avec acide oxalique glycérine sur lanière carton. Donc voilà, avec 2 passages à 3 semaines. Donc en fait, ça, c'est une technique qu'on peut faire. Il n'y a pas d'impact avec le miel. Voilà. Et donc là, cette année, c'est plus compliqué. Donc effectivement, c'est le problème des mielées tardives. Effectivement, mielées tardives surtout sur la bruyère, le sarrasin et le lierre, pour ceux qui en font. Bon, là, c'est presque un accident, le lierre, cette année, pour ma part, mais c'est faute de temps. Voilà, mais c'est pas grave. Et voilà, donc du coup, effectivement, il y aura une pression de varroa plus forte, c'est sûr. Mais bon, voilà. Et après, je fais mes comptages varroa également. Jusqu'à présent, je faisais pas mal sucre glace et puis je comptais sur l'ange. Et puis là, j'ai acheté le matériel, mais ce sera plutôt pour l'utilisation l'année prochaine, donc au CO2 en fait. Je me suis équipé pour. Parce que voilà, je trouve ça quand même mieux, plus pratique. Et donc, je pense que je vais faire des traitements à l'acide formique l'année prochaine, en plus d'un traitement conventionnel. Voilà. Avant de conclure, je vais prendre juste une dernière question sur la gestion des prix du miel. Vu que
que cette année, avec une production qui a été inférieure et des pertes de cheptel peut-être plus importantes, le prix du miel sur les marchés, sur les étals, peut-il augmenter? Est-ce qu'il y a un avis de ta part, Mathieu? Ça peut augmenter. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Je ne le ferai pas cette année. Après, chacun est libre de le faire ou pas. Non, non, moi, je ne le fais pas. Non, je n'augmenterai pas mes tarifs. Okay. Il est l'heure, là, qui est 11h15. Il y a des questions qui n'ont pas pu avoir de réponse tout de suite. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va s'attacher à répondre après le webinaire à chacun. Comme ça, vous aurez les éléments. Donc, on va arrêter là le webinaire parce que le temps est imparti, donc, enfin, le temps imparti est écoulé. Donc, merci encore Mathieu et Tiffaine. Et puis, plus largement aussi, hein, on le redit, merci à tous les agriculteurs et les apiculteurs qui font partie du comité de pilotage, hein, de ce petit groupe de travail qui avait initié sur VAPI. Donc, pour améliorer encore les webinaires, il en reste 2, hein, la semaine prochaine et dans 15 jours. Prenez le temps de répondre au questionnaire de satisfaction qui va normalement être envoyé dans les questions-réponses là. Le lien vers le replay n'est pas encore disponible. On va attendre d'avoir fini la série des 4 webinaires pour mettre à disposition le replay. Et donc, bien entendu, on vous invite, on vous attend de pied ferme la semaine prochaine pour le prochain webinaire, donc, qui aura pour thème apiculteur dans les bottes d'un agriculteur, avec là le témoignage d'un agriculteur, donc Bruno Daudefeuille, qui est spécialisé en culture et légumes. Voilà, donc à savoir aussi, hein, des formations sont proposées aux agriculteurs pour mieux connaître l'apiculture, donc les formations proposées par la Chambre d'agriculture. Et bien sûr, Tiffaine et moi, on se tient toujours disponibles pour répondre à vos questions. Et donc, on vous remercie encore une fois de votre participation. Bonne journée et à la semaine prochaine.